Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo rattrapage des premiers films que j'ai vus en cette année 2026. Et pourquoi un rattrapage aussitôt à la mi-mars? Eh bien parce que les Oscars arrivent, et je me devais de vous proposer une review de tous les films nommés aux Oscars importants, en tout cas que je considère comme importants, que je n'avais pas encore couvert en vidéo, et que je me dois de couvrir avant l'événement des Oscars, que je couvrirai également, il y a beaucoup de couverture ici, que je couvrirai également en live, du coup durant la nuit des Oscars. C'est donc pour cela que je vais profiter de cette vidéo, pour vous parler donc de ces films qui sont nommés aux Oscars, mais également pour vous parler de tous les films que j'ai déjà vus en 2026, comme ça j'en aurais parlé, comme ça j'aurais pas 50 films à évoquer en fin d'année. Comme parce que je vous assure que les bilans films de 2025 étaient très très longs à faire, j'ai dû me taper 30 films en un seul mois et tout faire, et faire la review de tous les films à la fois, donc là on essaye de conforter un peu plus mes chances de faire ces reviews là, en sachant que maintenant j'ai beaucoup plus de travail qu'avant, donc c'est pour ça que là vous n'avez pas, pour cela que vous n'avez pas de vidéo de ma personne de manière très très fréquente récemment, mais vous pouvez voir ma sale gueule tous les jours sur TikTok, une fois par jour, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez. Et à partir de là, je vais donc reviewer les films que je n'avais pas encore évoqués qui sont nommés aux Oscars de cette année, à commencer par le fameux phénomène Marty Suprême, réalisé par Josh Safdie, avec et produit par le fameux aimé ou mal aimé, mais le phénomène Timothée Chalamet, notre cher collègue franco-américain. Et donc, Marty Suprême, promo de fou pour un film à 24, pour un film sur un mec qui après fait du coup du ping-pong, bon, on dit du tennis de table dans le film. Et j'avoue que moi j'étais pas hypé par le film parce que moi je fais partie de cette catégorie qui n'aime pas forcément Timothée Chalamet. Je n'ai rien de personnel contre lui, puisqu'il ne m'a rien fait bien évidemment, mais je trouve qu'en fait Timothée Chalamet il a vraiment cette aura de mec un peu connard, je sais pas, de sale gueule, de mec prétentieux. Et en interview, et c'est un truc que je respecte, je suis pas contre lui non plus, mais en tant qu'acteur, j'ai l'impression que lui, il a une logique plus sportive, compétitive que d'autres acteurs. Quand il n'hésite pas à dire devant tout le monde qu'il veut faire partie des meilleurs, que je mérite d'avoir ce prix parce que j'ai fait ce truc. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'humilité parmi la sphère du coup des acteurs. Je trouve, et dans sa vibe, je trouve qu'il a une vibe un peu anti-hollywoodienne qui me dérange. Dans cette époque, on a aseptisé un peu trop, je trouve, les modèles hollywoodiens d'époque pour créer des figures, pour moi, qui sont modernes, oui, mais qui sont peut-être un peu trop, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange avec ce que représente Timothée Chalamet, on va dire, et ce qu'a pu faire Timothée Chalamet par le passé. J'ai pas vu tous ses films, mais Timothée Chalamet, c'est un peu comme Pierre Ninet. J'en ai marre qu'on entende toujours parler de lui, il me saoule, et je trouve pas qu'il a l'aura, la prestance, le charisme que d'un Alain Delon, d'un grand acteur, d'un Bogart, d'un grand acteur des années 50, 60. C'est pour moi me dire que des modèles comme Pierre Ninet ou Timothée Chalamet, c'est ça les modèles maintenant de grands acteurs français et américains, c'est ça. Bah ça m'inquiète un peu, quoi. C'est un peu ça, c'est cette vibe-là. Donc j'ai un peu du mal avec Timothée Chalamet, on va dire. Mais l'avantage de ce film-là, c'est que Timothée Chalamet joue un giga connard. Détestable, un FDP sans nom infini que tu veux tuer et défoncer durant tout le film. Et du coup, Timothée Chalamet, ça lui va comme un gant, et du coup, je le trouve absolument excellent. Et tant qu'à faire, vu qu'on nous fait chier avec ça depuis 3-4 ans, et pour éviter qu'on nous fasse chier encore avec ça, je ne suis pas contre qu'il décroche son Oscar du meilleur acteur. Je dis ça comme ça déjà, comme ça il l'aura, comme ça on va pas en reparler déjà, et parce que je trouve que forcément, il ne le démériterait pas forcément en vérité, parce que j'ai trouvé le film très cool, honnêtement. 2h30 d'aventure, et je trouve que Josh Safdie, à la manière du Good Times et de Uncut James, reproduit ce côté, cette espèce de film effréné où tu suis un connard qui doit se sortir d'une situation un peu périlleuse, en l'espace d'un très court laps de temps. C'est que, en vrai, le film, en dehors de la première demi-heure, le film se déroule sur à peine 2 jours, je crois. Donc tout se suit quasiment sur le moment présent, caméra épaule, caméra embarquée, etc. On est avec le personnage, on le suit, etc. Et du coup, le film va très très vite, avec une variété de péripéties qui est assez forte, et le truc, c'est que le film fait 2h30 et on ne se fait pas chier une seconde. Je trouve que le film est extrêmement rythmé, extrêmement dynamique, ce qui fait que l'œuvre est assez agréable à l'œil, assez agréable à regarder. La mise en scène est sympathique, je trouve pas que la mise en scène soit incroyable, ça reste assez classique, mais il y a une grosse mise en avant des plans larges pour isoler le personnage dans son bordel, on va dire, où on joue justement avec la profondeur de champ, etc. Et en parallèle, on aime bien faire des très gros plans sur son visage, donc également pour faire un peu ce côté, on met en avant l'acteur, la performance, etc. Parce que le personnage est dans toutes les scènes du film, c'est vraiment une étude de personnage de son point de vue à lui, donc on est totalement avec lui durant toute l'œuvre. Après, je dirais que le film est très bien, mais je le trouve pas non plus, je sais pas si je qualifierais ça de chef-d'œuvre non plus, comme certains pourraient déjà qualifier, dans le sens où je trouve que le film reste quand même très référencé.
Je trouve qu'il y a un côté très référencé, c'est que on le ressentait beaucoup moi dans Good Times, après je l'ai pas vu depuis longtemps, donc peut-être que je me trompe, et dans Uncut Gems, mais je trouve qu'il y a un côté très peut-être un poil too much scorsésien dans ce film-là, c'est que Safdie, en tout cas, ce Safdie-là, pas du coup Ben Safdie, du coup, qui a fait le moyen Smashing Machine en parallèle de son frère, du coup, qui fait ce film-là, ben les frères Safdie, ils aimaient bien faire des récits dynamiques new-yorkaises, mais dans le New York moderne actuel. Là, comme on est sur un New York des années 50, un New York où on insiste beaucoup sur le côté dépravé, sale, peu d'argent, New York populaire, etc. Et en plus, on te parsemine cela de gangsters et d'histoires de gangs et d'histoires de problèmes d'argent, etc. Forcément, il y a une vibe très très Scorsese dans le film, quoi. C'est que ça m'a rappelé beaucoup un peu des œuvres de Martin Scorsese dans ce côté-là. Ce qui fait que pour moi, le film n'est pas forcément une révolution en termes de scénario. Et je trouve que par rapport à leurs 3 films, c'est le moins neuf, en tout cas dans l'esthétique et dans la tonalité voulue. Surtout qu'en vérité, le film reste un ersatz, en tout cas en termes de rythme et de pure structure, de Uncut Gems. C'est vraiment le même type de film. Après, on sent qu'ils ont plus de thunes que sur les 2 films. On sent qu'il a, parce que du coup l'autre il est plus là. On sent qu'il a plus de thunes que dans les films d'avant. Et on sent que là ils mettent vraiment à profit l'argent qu'ils ont, parce que c'est l'un des films A24 les plus chers et c'est le plus gros succès de l'histoire de A24 déjà. Mais on sent qu'ils mettent vraiment à profit leur argent pour proposer une histoire assez spectaculaire. On voyage, on passe du Japon aux États-Unis. Ensuite on reste intrinsèquement dans un récit plutôt new-yorkais, mais on voyage un petit peu. On met en scène du coup des séquences de tennis de table avec des publics, etc. Et je trouve que le personnage est plutôt intéressant. C'est un personnage que tu détestes. Mais il y a ce côté niaque, ce côté détermination qui fait que tu as quand même envie de le suivre et de le voir finir de telle manière. Est-ce que tu veux le voir gagner? Je sais pas. Mais en tout cas, tu veux savoir comment va finir son parcours. Parce que c'est un personnage qui est ambitieux, qui veut y arriver, qui veut réussir. Et c'est ça qui te motive à le suivre. C'est son envie d'aller plus loin parce que c'est quelque chose d'humain, de vouloir réaliser ses rêves, d'être motivé par quelque chose, de vivre pour quelque chose. Mais en parallèle, il y a aussi ce côté. Mais en fait, c'est un peu un coming of age, ce film-là. C'est que si vous vouliez un film sur du ping-pong, c'est pas vraiment le cas. C'est que la première demi-heure, c'est un peu ça. Parce que là, on voit vraiment comment il va monter un peu les échelons, le voir faire ses premiers films de compétition, le voir bosser pour des entreprises, pour faire des petites émissions, des petits matchs un peu rigolos, juste pour l'argent, etc. Donc la première demi-heure est un peu plus axée, peut-être sportif, film sportif légèrement, on va dire. Après, on s'éloigne vraiment de ça, juste pour avoir ce souci d'argent que Timothée Chalamet a, et comment il va essayer de faire pour régler ce souci d'argent pendant 2 heures de film, en fait. Et après, on aura un climax qui sera sur du ping-pong également, mais c'est un climax qui est beaucoup plus thématique que ça, parce que pour moi, ce film-là, c'est un coming of age. C'est un film qui est là pour te montrer un gamin qui pense qu'à sa gueule, à peu de choses près, parce qu'il a des love interest dans ce film-là, mais c'est un gamin prétentieux, égocentrique, arrogant, etc., qui veut sortir de sa condition un peu moyenne pour lui, alors qu'en vrai, il pourrait avoir une belle vie en tant que vendeur de chaussures pour devenir joueur du coup de tennis de table. Il se considère comme le meilleur parce qu'il l'est, en vérité, il est très très fort, dans le film, on te le prouve constamment, il l'est. Mais il veut être le meilleur. Il ne supporte pas d'être deuxième, il veut être le meilleur, il veut réussir, il veut atteindre sa quête, et il est prêt à trahir des personnes, à faire des erreurs, à commettre des choses pour atteindre son objectif. Et le truc, c'est que ce que j'aime avec ce film-là, c'est que le personnage est constamment puni. C'est déjà ça, c'est que le personnage est arrogant, est ambitieux, etc. Ce qui est quelque chose qui pourrait beaucoup rappeler aussi le Loup de Wall Street, encore Scorsese, ce côté personnage ambitieux qui va aller très très loin, mais qui est un giga connard qui va mal finir évidemment. Donc il y a un petit côté Rise and Fall, beaucoup moins dans ce film-là. Celui-là, c'est plus un film d'apprentissage, d'initiation que de Rise and Fall. C'est que le personnage, il rise pendant une demi-heure et puis tout le film, c'est un fall en fait. Donc en fait, ce personnage-là, il va mûrir en fait, parce qu'il est vite montré trop haut. Et dès le début du film, il est de nouveau dans le bas du panier, et il veut vite remonter. Va-t-il arriver? C'est la question. Et du coup, c'est un personnage en fait qui oublie l'essentiel dans sa vie. C'est un personnage qui ne met en avant que son envie de sportivité, son envie du coup de gagner, de sa niaque et tout. Mais en dehors de ça, il a une famille, il a une copine, il a potentiellement plus qu'une copine, et c'est un personnage qui a à peine 23 ans, me semble-t-il, dans le film, et du coup, c'est un personnage qui va mûrir au fil des expériences qu'il va vivre. C'est qu'à la fin du film, il va se rendre compte de ce qui est véritablement essentiel dans sa vie et de qu'est-ce qui doit être privilégié plus qu'autre chose. Par exemple, la vie de famille ou l'envie d'être le meilleur dans le sport, quoi, être quelqu'un d'ambitieux, tu vois. Donc je trouve que c'est un parcours qui est assez intéressant pour te montrer un personnage qui va évoluer dans un sens, jusqu'à apprendre à enfin avoir cette humilité qu'il n'avait pas forcément avant, avoir du respect, etc. Notamment face au joueur japonais qui était un personnage assez cool aussi, sourd, etc., qui lui semble avoir de l'humilité, être beaucoup plus sobre que du coup Timothée Chalamet, son personnage, qui est l'inverse de sobre, on va dire. Et le reste du casting est forcément très bon, c'est qu'il y a du coup cette dichotomie entre 2 relations amoureuses. Il y a une actrice Odessa Zion, du coup, qui représente la vie populaire, pauvre de jeunesse du personnage de Marty Supreme, du coup, de Marty Mauser, du coup. Là où t'as le personnage de Gwyneth Paltrow qui représente un peu,
le parcours de Marty au cinéma. Cette espèce d'actrice déchue qui est connue pour son charisme et qui fait que des petits jobs grâce à son mari qui lui paye des pièces de théâtre, etc. Donc c'est un personnage qui est assez similaire à Marty, et Marty se sent ambitieux quand il est en couple avec elle, mais il a plus de relationnel avec sa copine de toujours, Odessa Zion, du coup. Donc il y a un jeu de ping-pong, entre guillemets, jeu de mots, qui est assez marrant par rapport à ce film-là, notamment le personnage du patron, qui est très cool, qui d'ailleurs n'est pas du tout un acteur, à la base c'est un présentateur télé américain, mais lui il est très très bon, il y a une séquence où il humilie Marty qui est assez cool par rapport à une raquette, et justement c'est assez paradoxal et c'est assez marrant par rapport à la quête du personnage justement, et je trouve que ça rend le final, du coup le final qui sera au Japon, très très crispant, très très intéressant, et tu te demandes quel sera le résultat, mais en tout cas ça te donne envie de... Tu es dedans, quoi. C'est un film qui te... En fait, c'est un film qui te motive. C'est un film qui te motive, c'est pas forcément le personnage qui te donne envie, c'est la motivation qu'il transcende en lui, qui te dit « Ok, je veux voir où il va y arriver, je veux voir comment ça va finir, quoi. » Et je trouve qu'en vérité, l'intro du film résume tout le parcours du film. C'est-à-dire ce parcours, vous verrez la scène d'intro, qui passe de la biologie avec un spermatozoïde à une balle de ping-pong. Je trouve que ça montre l'essentiel du film, en fait. Ça résume parfaitement l'œuvre, en fait, de manière générale par rapport à la scène finale du film. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à l'introduction qui est assez tarabiscoté, mais c'est assez marrant dans le délire aussi. Les reconstitutions sont très très bien gérées. Les péripéties sont tarabiscotées, c'est assez marrant. Le coup de la baignoire, le coup du gangster, le coup du chien, de l'incendie, du fermier qui a un chien, oh là là. En vrai, les péripéties sont très fun à regarder. Elles sont très fun, très exagérées. Et c'est ça qui rend le film très pimenté, très juicy, on pourrait dire très juteux. C'est que le film, il te surprend constamment dans ses péripéties. C'est vraiment inattendu ce qui se passe. Et puis les acteurs sont, comme j'ai dit, il y a aussi Tyler, de Creator, qui joue le meilleur pote de Marty, qui est très bon. Tout le casting est très très bon, forcément. Et surtout Timothée Chalamet, qui est excellent dans son rôle. Justement, c'est comme on l'a vu. Ça se voit qu'il a pratiqué les 3/4 ou peut-être l'intégralité de ses matchs, du coup, de ping-pong, de tennis de table. Il a porté des véritables lunettes de vue, donc il est allé à fond dans le délire, et en plus il a une diction qui est extrêmement rapide dans ce film-là, c'est qu'il parle très très vite, il laisse pas le temps de respirer dans sa diction, dans sa manière de bouger son corps, de se mouver, etc. Donc il joue un personnage qui est très dynamique et qui le force vraiment à jouer à fond le délire, quoi. Donc c'est ça qui fait que je trouve que le Timothée Chalamet est pour le coup très très bon dans le rôle, peut-être un poil uniformisé parce qu'il a plus ou moins la même personnalité durant tout le film, même s'il y a des séquences où, comme je dis, il est puni par ses pairs et à cause de ses conneries. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas son ambition qui le punit dans le film, c'est son comportement. Il a un comportement de gros connard et c'est souvent à cause de ça qu'on va le punir quelquefois dans le film. Sans forcément le torturer, parce que c'est un peu, comme je dis, c'est un coming of age, et donc c'est un personnage qui va évoluer par rapport aux expériences qu'il va vivre. Ce qui fait que la fin est une fin qui est plutôt intéressante et qui peut présager quelque chose de plutôt optimiste ou non, que ce que l'on pourrait avoir dans un film à Scorsese ou dans un Rags Full habituel où ça finit forcément toujours mal, quoi. Donc je trouve que c'est un film intéressant sur ce côté-là, dans le sens où c'est très varié dans ce côté film de gangster, de sport, de coming of age, de maturité, ce qui fait que je trouve que le film marche. Le film est très bon, très bien rythmé. La musique, la bande-son est très très cool, il y a une bande-son un peu typée synthé, années 50-60, qui est assez cool. Après, j'ai un peu du mal avec le délire de foutre des musiques anachroniques dans le film. S'il n'y avait pas eu la réplique sur Auschwitz, d'ailleurs une réplique qui te fait vraiment détester Timothée Chalamet pour le coup, son personnage en tout cas, je saurais pas que le film se déroule dans les années 50, quoi. C'est que oui, on te met le contexte politique de l'après-guerre, etc. un peu plus tard dans le film, mais comme ils arrêtent pas de te foutre des musiques des années 80, et ça en vrai, ils étaient pas obligés. Arrêtez de foutre des musiques des années 80 partout, même dans des films qui se déroulent pas dans les années 80, les gars. Genre Everybody Wants to Rule the World, bon, c'est pas la musique la plus subtile du monde, quoi. Donc le fait que le film démarre sur de la musique années 80 et termine sur de la musique années 80, avec I've Got the Touch, je crois, au début, j'ai cru que c'était un film qui se déroulait dans les années 80 parce qu'à chaque fois, on est vraiment dans une période où on adore faire des trucs dans les années 80. Stranger Things et compagnie. Donc le fait qu'ensuite on voit que le film se déroule dans les années 50, tu dis mais arrêtez de foutre des trucs des années 80, c'est pour nous paumer comme ça. Donc bon, ça c'est les trucs qui m'ont dérangé, c'est vraiment le côté arrêtez de foutre des musiques des années 80 dans un truc des années 2000. Dans un truc des années 50, pardon. Ça ne sert à rien. Je trouve que ça te perd plus qu'autre chose et ça avait juste créé un effet TikTok film stylé, je trouve. Parce que les années 80 c'est tellement devenu vintage et cool maintenant, qu'on est obligé d'en foutre même dans des films d'époque qui n'ont aucun rapport avec l'époque en fait. Donc ça c'est le truc que j'ai pas aimé, c'est vraiment le fait de mettre des chansons plus populaires en plus, hein, dans cet effet-là. Mais en dehors de ça, Marty Suprême, même la photo en pellicule, hein, qui représente vraiment ce visuel palpable des années 50, etc., du cinéma d'époque également, je trouve que ça rend le film très très... le film est beau, formellement, il n'y a pas des plans magnifiques, mais dans la patine, le film est beau. Tu vois, le film est bien filmé, le film est beau, le film est bien, et a une très bonne pellicule, avec une très belle musique, et un très bon casting, un très bon rythme. Et dans l'absolu, un très bon résultat, ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié Marty Suprême.
Je sais pas si c'est un chef-d'œuvre, faut voir avec le temps, faut voir comment le film mûrit avec le temps. Mais comme je vous dis, je trouve que c'est peut-être un poil trop proche de ce qu'a pu faire les Safdie avant, dans leur film d'avant, et un peu trop inspiré Scorsese. Mais en tout cas, je peux vous confirmer qu'en tout cas, c'est un excellent film que je vous recommande totalement clairement. J'ai également vu le film Hamnet de Chloé Zhao. Donc Chloé Zhao, j'avais absolument adoré Les Éternels de Marvel. Pour moi, c'est le meilleur film que Marvel a fait depuis les trois dernières phases. C'est leur dernier film récent que j'avais absolument surkiffé, Les Éternels. Je suis tellement déçu qu'on n'ait pas de suite, mais j'avais vraiment kiffé Les Éternels. Par contre, j'avais une grosse flemme d'aller voir Nomadland. Rien que la bande-annonce, je me suis fait chier devant. J'avais pas envie de regarder ce film-là, du coup, je l'ai pas regardé. Et donc Hamnet, pareil. Hamnet, à la base, je voulais pas le voir. À la base, je voulais pas le voir, mais comme maintenant je couvre les Oscars, il faut que je me rattrape les gros films des Oscars, et Hamnet fait partie des gros prétendants aux Oscars, et du coup je l'ai regardé au cinéma en plus, et en VO, hein, heureusement, là j'ai tout maté en VO de tous les films que je vous évoque aujourd'hui, bien sûr. Et bien Hamnet, pareil, j'étais pas chaud du tout, c'est que même la bande-annonce m'emmerdait, je me faisais chier devant la bande-annonce, je me suis dit ça va être le film d'auteur chiant, un peu mou du genou, et c'était un peu mieux que durant mon premier a priori, c'est que j'ai passé un moment plutôt bon, j'ai trouvé le film plutôt qualitatif, relativement sympathique, sympathique qualitativement parlant, je vais pas dire que la tonalité était sympathique, parce que le film n'est pas du tout joyeux dans sa tonalité, hein. C'est un film sur la dépression, sur le deuil, et encore je trouve que les gens forcent, parce que toutes les critiques que j'avais vues disaient que c'était un film qui était à fond sur le deuil, de comment vivre son deuil, etc., comment l'accepter, machin. Putain, le deuil, c'est au bout d'une heure et demie de film, hein. Je trouve que quand même le film c'est essentiellement la vie amoureuse de William Shakespeare et de Anne Hathaway, qui du coup dans ce film-là s'appelle Agnès, plus Anne Hathaway, la véritable femme du coup de William Shakespeare. Mais en vérité, le film démarre sur leur rencontre, et le décès familial qui va causer la conception de la pièce Hamlet, c'est pas avant 1h30 de film, hein. Entre-temps, tu vois les enfants naître, tu les vois tomber amoureux, tu vois que leurs parents sont contre leur romance et qu'on est un peu sur une forme d'amour impossible, mais qui se fait quand même. Donc je trouve que le film prend beaucoup son temps à installer la relation amoureuse, à installer nos personnages. Donc je trouve que le deuil limite est expédié par rapport à ça. C'est que le deuil arrive vraiment en dernière moitié de film, toute la partie deuil. Après, je la trouve bien traitée, mais je trouve que j'ai pas l'impression que c'est le cœur du film, c'est ce qui nous reste en tête à la fin, mais je trouve qu'il y a quand même une bonne heure de film avant qu'on arrive sur ce fameux point climatique, quoi, on va dire. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve que la réalisation est plutôt bien. En fait, c'est une réalisation qui est très auteur, quoi. C'est Chloé Zhao, elle a toujours mis en valeur la nature, sans effet de champ contre champ, de profondeur de champ, donc tout est net dans le plan. Elle fait des beaux plans larges avec la robe rouge de Jessie Buckley qui ressort sur le vert. C'est très naturaliste, tout est fait dans le vrai, tout est fait dans le dur. Donc la mise en scène par rapport à ça est très bien faite. Il y a des longs plans, des plans séquences, des choses comme ça. Donc la mise en scène fonctionne, elle est très efficace. Après, c'est pas une mise en scène de folie non plus, c'est très sobre. Mais c'est sobre comme l'histoire veut l'entendre, c'est que le film est très sobre aussi dans son histoire, c'est une histoire qui est très terre-à-terre, très réaliste, très forte en émotion, très personnelle, dans un sens, produit d'ailleurs par Steven Spielberg et Sam Mendes, coucou. Donc je comprends qu'on n'aille pas on va pas aller dans l'exubérance dans un film comme ça. Donc c'est normal qu'on se retrouve dans ce type de situation, ce qui ne me dérange pas du tout. Après, je trouve que le rythme du film est un peu long. J'avoue que je trouve que le film est assez long, je trouve que le début du film est assez classique, hein. C'est comme je l'ai dit, c'est une histoire de romance quasi impossible, où tu as deux familles qui sont contre cette romance, mais inévitablement cette romance va arriver parce qu'après ils vont avoir des gosses. Et oui, les acteurs ont plutôt une bonne alchimie, Paul Mescal et Jessie Buckley. Paul Mescal qui est un peu plus sobre que Jessie Buckley, mais j'ai trouvé quand même bon, je suis pas un grand fan de Paul Mescal à la base, parce que Paul Mescal, je l'ai vu que dans, vous allez me flinguer, mais je ne l'ai vu que dans Gladiator 2, j'ai pas vu Aftersun et tout, parce que justement ça va pas donner envie de voir les autres films de Paul Mescal. Ah non, si je l'avais vu dans History of Sound aussi, où justement je trouve que Paul Mescal, je trouve qu'il joue tout le temps le mec un peu gentil, un peu sympa, un peu mignon, le mec a un bon cœur, qui a une good vibe super gentille. Et je trouve qu'on le sort pas assez de ce carcan-là. Et quand on te le fait jouer en gros dur Gladiator dans Gladiator 2, je trouve que ça marche pas du tout. Et là, je trouve que Paul Mescal, en vrai, il joue un peu ce qu'il joue dans les œuvres que j'ai pu voir de lui, comme History of Sound. Le mec gentil, ambitieux, qui veut créer de l'art, un peu poétique, un peu sympa. Après, c'est un personnage qui a des addictions, qui a des soucis, donc il est un peu plus ambigu que peut-être certains de ses autres personnages. Mais je trouve qu'il reste un peu dans ce qu'il avait déjà joué avant. Mais je trouve bon, c'est qu'il y a des scènes où je trouve quand même assez fort, notamment la fameuse séquence du Again, où là il fait le tour, c'est un plan séquence où il fait le tour, il est en train d'embrouiller ses acteurs qui jouent mal une séquence qu'il veut absolument perfectionner, et là je trouve assez poignant, et donc je trouve plutôt bon, mais c'est surtout Jessie Buckley qui ressort à fond de l'œuvre, hein. C'est elle clairement qui va choper déjà l'Oscar de la meilleure actrice certainement, du coup, elle le mériterait, parce que Jessie Buckley, ouais, c'est une actrice, elle est là depuis un moment en vérité, elle est là depuis assez longtemps, mais elle a jamais fait des rôles grand public, elle a jamais été omniprésente dans les cérémonies, dans les choses comme ça, ça a toujours été une actrice dans d'œuvres assez secondaires, mais moi je la connais quand même depuis un moment, elle était excellente dans Fargo, dans Tchernobyl, elle avait fait un film plus ou moins d'horreur avec Jesse Plemons qui était excellent aussi.
Donc je suis assez content que Jessie Buckley ait enfin la reconnaissance qu'elle mérite pour le grand public cinéphile, on va dire, notamment maintenant avec The Bride of Frankenstein également qui est sortie. On en parlera plus tard dans l'année, je pense. Mais justement, elle est très très bien dans son rôle. Elle a un rôle, après, elle a un rôle qui est très vif. Hein. C'est aussi ça. Même si on va me le dire, oui, c'est normal. Bien sûr, elle crie à fond quand elle est enceinte. Elle souffre de fou quand elle est enceinte. Elle a des émotions très fortes parce qu'elle va perdre un enfant. Et à la fin du film, elle va vouloir rejeter la pièce. Elle va gueuler, etc. C'est réaliste et c'est logique. Mais je sais pas. Je trouve que ça fait très Oscar bait. Je trouve que c'est une performance qui fait très. Donnez-moi un Oscar. Je vais pleurer, je vais crier, je vais gueuler tout seul dans la forêt en étant à poil ou enceinte. Je trouve que c'est un poil artificiel. Mais après, elle le fait super bien. C'est surtout la structure et la manière dont l'œuvre globale est faite qui fait que je sais pas, c'est la mise en scène en plan fixe, la forêt, son jeu très 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 fort en émotion. J'ai trouvé le film assez artificiel. Je sais pas, je trouve qu'on voit un peu les rouages. Hein. J'ai eu ce côté-là que Mediomais avait également eu dans sa critique, hein, que j'avais vu aussi. Hein. Ce qui fait que moi, j'ai trouvé le film sympa et la musique est cool. La musique, c'est Max Richter et Max Richter, je pense que c'est mon compositeur préféré. J'adore Max Richter. J'adore tout ce qu'il a fait. J'adore ses œuvres. J'adore la BO de The Leftovers. J'adore tout ce qu'il a fait. Toutes ces reprises de grande musique, de la musique classique, etc. C'est un génie. J'adore ce mec et j'écoute très souvent ces musiques quand je suis dans des moments de tristesse ou dans des moments d'espoir. Ces musiques me touchent énormément. Et donc vous comprendrez ma déception et ma stupeur quand je les vois utiliser la musique On the Nature of Daylight. Du coup, à la fin du film, la musique qu'on t'avait déjà foutue dans Shutter Island, en Premier Contact, dans un autre truc, dans l'épisode de The Last of Us que tout le monde a adoré également. Cette musique, comme avait dit Mediomais d'ailleurs, tu le fous devant du blé qui vole, tu vois, tu pleures, tu vois. Et en vrai c'est ça, moi c'est une musique, je vous le dis moi je prends pas ça au second degré. Pour moi, The Nature of Daylight, c'est une musique que j'écoute beaucoup, c'est une musique qui me touche énormément, c'est peut-être ma musique préférée, c'est une musique qui me fend le cœur. Dès que je suis dans des moments de tristesse, ça amplifie ma tristesse, c'est une musique qui me touche énormément. Et donc moi, voir une musique que j'écoute sous tellement de contexte, être placé dans un contexte filmique, ça me fait rien en fait. Parce que moi je l'écoute quand je veux, quand j'en ai envie. Et le truc c'est quand on me l'impose, quand on m'impose une musique qui est déjà existante, pour moi ça fait artificiel en fait. Parce qu'en plus cette fois c'est Max Richter qui compose la bande son du film, mais on va quand même lui demander de réutiliser sa musique la plus iconique pour la fin du film. Au lieu de lui demander peut-être de composer autre chose. Et moi j'ai beaucoup de mal quand on réutilise une musique préexistante dans un film. Les chansons, ça peut aller pour quelques séquences sympathiques, ou la grande musique classique libre de droit pour quelques séquences sympathiques, mais pour le cœur de l'œuvre, pour la séquence qui fait tout le film, la fin du film, la musique passe bien en vérité dans le montage, dans la structure ça passe bien, mais je trouve que ça fait encore une fois artificiel, c'est tire-larme à rigot, et en plus la musique continue même pendant le générique de fin. Je déconne pas avec cette musique, donc moi quand je vois cette musique, en vrai ça colle avec le ton du film presque, mais pour moi c'est du vol. Pour moi c'est du vol, c'est de la flemmardise. C'est que j'avais le même ressenti sur The Last of Us. J'avais le même ressenti sur Premier Contact. Pour moi c'est de la flemme, c'est de la fainéantise de prendre une musique aussi populaire et de t'en servir pour faire pleurer ton audience. Je pense même que la séquence de fin aurait pu marcher sans musique. Juste avec le regard des acteurs, juste avec la performance des comédiens, juste avec le ton qui nous est montré dans la fin du film. Parce que la fin du film est vraiment très bien réussi, en vrai, avec vraiment cette mère qui voit une espèce de personnification de son fils dans cette pièce de théâtre, et en plus l'acteur qui joue cette personnification de son fils, Hamlet, c'est l'acteur qui joue le frère de l'enfant Hamlet plutôt dans le film. Donc en vrai la séquence est déjà poignante suffisamment, pour moi il n'y a pas besoin de musique en fait. Je trouve que ça aurait pu marcher juste par le regard. Et malheureusement, ils ont artificialisé ça en mettant cette fameuse musique que j'adore, On the Nature of Daylight. Et ça me dérange vraiment. Donc le film a de bonnes idées. Il y a un petit côté mystique, un peu sorcière avec le personnage de Jessie Buckley qui est plutôt intéressant. Il y a des séquences où justement l'enfant mort va se retrouver tout seul dans une pièce, devient un va devenir acteur dans la mort, et du coup ça va payer off la fin du film. Donc il y a de la symbolique qui est assez belle dans l'œuvre. Mais ils ont mis On the Nature of Daylight. Voilà quoi. J'ai plutôt bien aimé le film. Mais j'ai trouvé un poil long, l'intro un poil longue, les performances très réussies, mais je trouve que, je sais pas, le film fait trop Oscar bait. Pour moi, il y a un côté artificiel qui, pour moi, se confirme beaucoup trop avec l'utilisation, bien sûr, de cette chanson, musique iconique. Donc j'ai bien aimé. Vous pouvez pleurer devant le film,
Donc je pense que c'est un film que je peux vous recommander si vous êtes intéressé par la vie de Shakespeare, parce que c'est vraiment un film thématique, c'est même pas un film sur Shakespeare en vérité, c'est que même ils se sentent obligés de faire du fanservice en casant le to be en not to be à un moment donné dans le film pour te rappeler que c'est lui. Parce que même moi j'avais oublié que c'était Shakespeare le personnage, puis on te l'évoque pas. C'est vraiment un film thématique sur une mère qui perd un enfant, plus qu'un film sur Shakespeare. On se sert de Shakespeare pour habiller le tout et pour contextualiser cela sur sa pièce de fin. Mais bon, mais en dehors de ça, Hamnet c'est un film qui est plutôt réussi. Mais je ne peux m'empêcher de voir les rouages et d'être déçu par ces artificialités qui m'ont un peu dérangé, donc désolé que les avoue, mais je préfère les éternels. Après les éternels, c'est beaucoup plus ma vibe, faut le dire. Concernant Hamnet, tout le DR de Paul Mescal qui va se cacher derrière son travail, qui va refléter ses émotions dans son travail, concernant la thématique du deuil, ça m'a beaucoup rappelé tout ce qu'on vit justement avec la valeur sentimentale, où justement tu as le réalisateur de valeur sentimentale qui est incapable d'exprimer ses émotions de façon frontale et qui va les exprimer via ses œuvres, via ses films, via l'art en fait. Donc je trouve qu'il y a aussi ce parallèle par rapport au cinéma, à l'acting, à l'ode, au divertissement, qui est plutôt beau sur la fin du film et sur l'arc du personnage de Paul Mescal. Ensuite, nommé à l'Oscar du meilleur maquillage et coiffure, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas prothèse, je crois, eh bien j'ai vu donc The Ugly Stepsister, donc ce film norvégien qui va remaker, réadapter, réincarner d'un autre point de vue, le mythe de Cendrillon, en se mettant du point de vue du POV de sa belle-sœur, du coup, donc de sa belle Elvira, je crois elle s'appelle, si j'ai pas de conneries, Elvira. Beaucoup ont comparé ce film-là à The Substance. Oui, on peut le comparer, c'est un peu un The Substance version médiévale, Renaissance, on va dire. Dans l'ambiance, après, ça m'a un peu fait penser à Marie-Antoinette de Sofia Coppola, dans le sens où on est dans un univers médiéval, mais qui est très modernisé par le ton du film. C'est que tu as des séquences de flashback où tu as le côté brumeux classique, mais tu as des personnages qui portent des robes et des costumes très colorés. T'as des séquences un peu de bals musicaux où ça pète de couleurs, ça pète d'harmonie, et on te met vraiment des chansons connues, un peu pop, modernes, dans ce contexte médiéval, avec aussi une bande son très synthé, un peu hauteur, qui peut rappeler un peu de Substance, et qui crée une anachronie dans la tonalité et dans le contexte du film qui est plutôt cool. Je trouve que ça marche assez bien. Je trouve que ça rend le film un peu un peu acidulé. Ça rend le film assez acidulé. Je trouve ce ton de vas-y, on est sur un truc médiéval. Et moi qui n'aime pas les trucs médiévaux, du coup mettre un côté moderne, synthé, musique moderne, etc. Je trouve que ça rend le film assez pulp et assez cool, et je trouve que ça marche bien dans la tonalité. Et j'ai trouvé le film plutôt bon de manière générale. J'ai pas pris une claque non plus, dans le sens où moi on va me prendre pour un sadique, mais je trouve que ça manque un petit peu de moments de dégueulasserie, parce que ce film-là c'est clairement un body horror. C'est un film qui est en train de te montrer cette femme qui est prise pour laide par sa famille, par tout le monde, et qui un jour voit la belle Cendrillon débarquer dans sa vie, magnifique, que tout le monde était prise d'amour pour elle, etc. Du coup elle est jalouse, et donc elle va vouloir se refaire son visage, son physique, tout son corps, etc. Et donc elle va le faire de la pire des manières, et donc tu as des scènes qui sont assez dures à regarder, vraiment sur des séquences qui fonctionnent assez bien, notamment la plus originale, je pense que c'est la séquence des cils. Jamais vu une séquence comme ça sur la séquence des cils, on doit le foutre des faux cils avec des épines, etc. Et ça se voit que la réalisatrice, elle a dû créer des giga fossiles juste pour faire le POV de l'œil sur la caméra, juste pour nous dégoûter encore plus. Donc il y a cette séquence-là qui marche assez bien. La séquence des souliers qui représente un peu tout le propos du film, par rapport à Cendrillon, qui va marquer plus d'un, qui est aussi très consternante à regarder aussi. Les séquences sur les dents, sur le nez. Vous savez, moi, le sang, ça me dégoûte pas dans les films, mais tout ce qui est tordu, ça me débecte. Quand je vois qu'un truc est pas à sa place, quand je vois qu'un truc est tordu comme ça, là, je peux pas regarder le visage du personnage. Et il y a un moment où le personnage principal a le nez tordu durant genre 10 minutes de film, ça me dégoûte. Moi, quand un truc est pas à sa place sur le visage, je peux pas, j'ai du mal, je remets le nez vite parce que ça, c'est contre nature dans ma tête. Donc tu vois, ça, il y a des trucs comme ça et ça me dégoûte, tu vois. Mais je trouve qu'au début, on enchaîne beaucoup les cils, le nez, etc. Mais après, je trouve qu'il y a comme une grosse pause d'une demi-heure où on joue plus trop sur le jeu du corps et le jeu de détruire le corps de cette femme, on va dire. Et le film a un petit ventre mou, je trouve, dans son rythme, pour que ça revienne un peu plus fort sur la fin, parce que tu as la fameuse séquence du bal, tu as la fameuse séquence où Cendrillon débarque face au prince charmant, etc. Et on s'amuse avec le mythe, avec le prince charmant qui est un petit peu un connard au début du film aussi, donc on s'amuse un peu, on réinvente un peu le truc, la belle-mère qui est une grande connasse aussi, et je trouve que le film est très beau visuellement, et j'adore le petit travelling du repas qui est rempli de nourriture, qui est magnifique, plein de couleurs, avec le corps du père qui est mort comme ça, je trouve que c'est assez cool visuellement, la typographie très lettrée, manuscrite, qui est assez très colorée, etc., qui marche bien. Je trouve que le film a une très belle DA. Je trouve que l'actrice principale est très bonne aussi. Elle est très bonne dans son interprétation, puisque à la fois on peut la dégueulasser pour la rendre vraiment laide par le maquillage, par les appareils dentaires, les machins.
et ensuite tu peux l'embelliser plus tard. C'est une actrice, elle peut être un peu caméléon, je trouve, dans son physique, et du coup je trouve qu'on arrive à bien jouer sur le fait qu'elle peut être jolie, elle peut être laide, etc., etc. Et donc je trouve qu'on arrive à bien jouer la transformation entre ça et ça, quoi. Et donc je trouve que ça fonctionne bien, et je trouve je trouve que son personnage est très détestable. C'est que t'arrives à avoir de la peine pour elle, mais moi, il y en a, j'ai un collègue qui a vu le film, qui avait de la peine pour elle. Moi, pour moi, elle méritait tout ce qu'elle subissait dans le film. Désolé, je le dis clairement. Pour moi, elle prend cher, mais elle est bien fait pour sa gueule, quoi. C'est que, ok, au début, tu t'attaches à elle parce que tout le monde l'insulte, sa mère et tout le monde la débecte, elle a une vie de merde, et ça, on comprend ses ambitions, mais le fait qu'elle ait la flemme de faire du sport, qu'elle mange tout le temps des gâteaux durant tout le film, et qu'au lieu de faire du sport ou je sais pas quoi pour maigrir et tout, elle va juste avaler un truc qui va dévorer sa nourriture à sa place. C'est la facilité, du coup tu la détestes parce qu'elle va continuer à bouffer des gâteaux comme une connasse alors qu'elle veut se faire passer pour une meuf raffinée, tu vois. Donc je trouve que c'est un personnage c'est un personnage qui touche à la facilité durant tout le film et du coup tu la détestes. Du coup pour moi tu mérites ce qu'elle subit parce qu'elle a quand même fait de la merde, tu vois. Le film fonctionne très très bien sur son ton, sur son rythme, même s'il y a un petit ventre mou comme je vous l'ai dit, sur l'interprétation de tous les acteurs, sur le chirurgien, je crois qu'il est français le chirurgien. Le chirurgien il est très sadique, il est assez fun le personnage du chirurgien. Par ailleurs, et globalement, je trouve que le film finit plutôt bien. Je trouve que le film ne va pas à fond dans le rise. C'est un peu comme Marty Supreme, il va pas à fond dans le rise and fall. Encore une fois, c'est un film qui va plutôt aller dans la rédemption et dans la compréhension et dans l'acceptation de soi, de notre corps. En fait, c'est un personnage qui commence cet arc-là parce qu'elle est détestée par tout le monde et parce que tout le monde la trouve moche, etc. Et donc, elle va s'empirer en essayant de se rendre belle. Mais on va pas aller à fond dans la souffrance et dans elle va pas mourir à la fin, tu vois. Donc c'est un personnage qui va quand même avoir une rédemption parce que c'est souvent le regard des autres qui font sa tristesse plus qu'autre chose. Et en vérité, il faut tous qu'on accepte notre physique, qu'on accepte à quoi on ressemble et qu'on accepte notre singularité, en fait. Donc le film, je trouve que le film a une note d'optimisme qui fonctionne plutôt bien, dans un récit qui est globalement plutôt un peu assez dégueulasse et assez crade, mais je trouve que ça fait partie du ton, c'est que j'aime bien les body horror, j'aime bien la manière dont on s'amuse à faire des prothèses, des maquillages, etc. pour te dégoûter, et je trouve que la mission est plutôt accomplie, surtout avec ce concept de réinventer le mythe de Cendrillon. Donc globalement, c'est un film que je vous recommanderais largement, c'est un film qui est très très cool, et je sais pas si c'est mon premier film norvégien, mais j'ai trouvé le film assez cool, effectivement. Pas extraordinaire, mais plutôt réussi dans sa globalité. Et ensuite, j'ai parlé des deux seuls films d'animation que je vais couvrir, du coup, Beyond avec Oscar que j'ai vu. Il s'agit de deux films français, en plus, français, hein. Donc, Cocorico à nous, c'est que les deux films. C'est qu'en gros, tu as tous les gros films internationaux. Cette année, Oscar, on a quoi? On a Elio, on a Vice Versa 2, ou Vaiana 2, je sais plus c'est lequel. Et on a K-pop Demon Hunters. Et les deux autres films nommés, c'est deux films français indépendants. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et du coup, j'ai vu ces deux films français indépendants, à commencer par Arco, que j'ai assez apprécié. En vérité, Arco, c'était un concept assez cool, produit par Nathalie Portman d'ailleurs. Donc le film est plutôt bon, dans le sens où c'est un film qui est assez beau. Déjà, c'est que j'adore. C'est un film qui est assez optimiste. En fait, on suit un garçon du futur, dans un futur idéalisé, parfaitement viable écologiquement parlant, avec des bâtiments structurés comme des espèces d'arbres avec un tronc métallique et des petites maisons qui peuvent remplacer des feuilles. Donc il y a une DA qui est assez cool et qui porte une espèce de cape de voyage dans le temps en arc-en-ciel qui lui fait voyager dans le temps et qui un jour va voyager dans le présent et donc rencontrer une jeune fille du coup pour lequel il va s'éprendre d'amitié du coup. Et je trouve que c'est un film qui est assez mignon entre ces deux personnages qui vont devenir amis en fait, donc avec cette fascination qu'ils vont avoir l'un pour l'autre. Et je trouve qu'il y a des éléments qui sont assez cool. Déjà la DA est assez cool, il y a une DA qui m'a beaucoup rappelé la DA rétro-futuriste des 4 Fantastiques, avec ces voitures avec des formes très très rondes, avec des couleurs très très pastel, et la DA arc-en-ciel du film global et la DA très colorée. Je trouve que le film a une DA assez... En fait la DA fait très feel good, très utopique, et je trouve que du coup ça rend le film assez agréable à l'œil, assez agréable au rythme, et le film passe très très vite, hein, tout va très vite, les péripéties sont assez intéressantes par rapport à un robot. Il y a le personnage du robot qui est très attachant, qui va avoir une finalité assez intéressante aussi, donc ça fait aussi bien d'avoir des robots sympas dans des films aussi, et tu as des personnages qu'on peut voir comme des antagonistes au début, hein. Ces espèces de... Ils m'ont un petit peu fait penser aux méchants, aux antagonistes de Maman j'ai raté l'avion, ces antagonistes un petit peu cons avec leurs lunettes colorées, ils m'ont un peu rappelé les Beatles aussi dans leur dégaine, mais en vérité ils sont plutôt sympathiques, ils sont assez rigolos, ils créent des péripéties assez rigolotes durant l'intégralité du film. Donc je trouve que c'est un film qui est assez agréable dans sa DA, dans ses personnages, dans son univers. Je sais pas quoi dire de plus en dehors du fait que j'aime le fait que le film soit pas une ode totalement à l'enfance. C'est que c'est un film qui va quand même punir à minima la bêtise qu'a fait ce gamin en volant la cape de sa sœur pour voyager dans le présent,
parce que du coup la fin va lui faire responsabiliser le fait qu'il ait fait ce truc-là. Du coup j'aime cette fin où à la fin la fin reste un happy end, mais un happy end ambigu parce qu'il y a quand même eu des conséquences à ce qu'il a fait. Et donc je trouve que pareil, on est sur un film sur l'évolution d'un enfant qui doit devenir plus mature parce qu'il fait des bêtises. Et ça va l'aider lui et cette fille qui a probablement créé une boucle temporelle à la fin du film d'ailleurs, ce qui est plutôt cool. Donc, donc ça fait très Terminator, on dirait un Terminator utopique un peu le film, c'est assez rigolo. Moi j'avais pas grand chose à redire à Arco, c'est que les acteurs sont bons dans la performance vocale, l'animation est très sobre, mais très cool, hein. C'est de la 2D classique, c'est de la 2D assez classique, mais il n'y a pas trop de détails dans les visages, c'est assez lisse, mais lisse du bon sens du terme, assez agréable à l'œil. Je trouve que c'est du feel-good pur en fait. C'est une petite aventure feel-good qui est très agréable et honnêtement, si ça chope l'Oscar du meilleur film d'animation, je ne suis pas contre. Tout comme le film suivant, donc Amélie et la métaphysique des tubes, basé du coup sur le roman autobiographique de Amélie Nothomb, qui a entre autres écrit Super étranglement, donc grande autrice française, donc surtout qui a axé une grande partie de son art sur le Japon du coup. Et ce film ne fait pas exception, puisque du coup c'est un film qui retrace sa naissance et comment elle a vécu les 3 premières années de sa vie, si je ne dis pas de bêtises. Sauf qu'elle retranscrit les premières années de sa vie de façon très très imagée, de façon très très fantasmée. Amélie, qui est une enfant dans le film, elle va apprendre à parler très vite. Quand elle va naître, elle va avoir un tremblement de terre, elle a été paralysée, elle peut être vue comme une sorte de divinité. Donc on a vraiment ce regard d'enfant on a vraiment ce regard presque enfantine, fantasmé, d'un enfant qui se voit comme spécial un peu dans la DA. C'est que du coup il y a vraiment ce côté, c'est un enfant surhumain en fait. Du coup il y a un décalage entre les personnages adultes et cet enfant qui semble être surhumain, qui semble tout comprendre à l'avance, qui semble être relié à des phénomènes surnaturels et qui arrive paradoxalement à te rattraper dans la réalité. C'est que du coup c'est un film qui se roule peu de temps après les grandes guerres du coup mondiales, je crois, au Japon, etc. Du coup, on a des personnes qui sont impactées par ça. Il y a aussi, du coup, la petite Amélie a une grand-mère, une mère, un père, etc. Et du coup, au fil des années, peut-être que la grand-mère va mourir. Donc c'est un personnage qui va vite te rattraper dans la réalité, qui va vite te faire peut-être un peu redescendre le fantasme de cette vie que la petite Amélie pense avoir, tout en préservant comme ce fantasme, c'est qu'on préserve cette créativité tout en y incluant quelques éléments de fantastique et de réalisme qui vont créer un contraste qui est plutôt intéressant dans l'œuvre, surtout avec une animation que je trouve très belle. En fait, c'est une animation qui est très homogène, très mélodieuse, je sais pas comment le dire, mais en fait, il n'y a pas de contour dans le design des personnages, c'est que tout est couleur, c'est que leur design est une couleur qui se fond avec le couleur du background. Du coup, il y a une forme de mosaïque de couleurs, encore une fois, assez pastel, assez clair, assez idéalisé, qui est assez belle et qui crée une DA assez cool, notamment dans ce côté, j'avais l'impression de voir la jeunesse de Scarlet Witch des fois, notamment dans ce côté très fantastique, super pouvoir qui est un petit peu idéalisé, dans un univers du Japon très coloré, très armé. C'est qu'il y a des séquences par exemple où Amélie va se comparer à des gouttes de pluie, où on va aussi parler de carpe, et ensuite on va complètement personnaliser Amélie en goutte de pluie ou tel personnage en carpe par exemple. Donc on va complètement s'amuser avec le concept de l'animation pour personnifier des choses que l'on pourrait faire uniquement en animation, ce qui est plutôt cool. Et donc c'est un film qui est très court, 1h15, mais qui passe comme une feuille, on va dire, qui tombe dans l'eau, on va dire. C'est très agréable, très feel good, très sympathique, très intéressant sur la culture japonaise, sur cet enfant qui va grandir et apprendre à voir le monde et à surpasser peut-être la dure réalité du monde en vérité. Et donc voir la beauté des choses. Et je trouve que c'est un film qui est plutôt beau et qui, pareil, qui mériterait peut-être son Oscar pour le meilleur film d'animation. On verra lequel des deux l'aura. Et donc à partir de là, là je vous ai parlé de tous les films des Oscars que je n'avais pas fait en review. Donc je pense qu'à partir de là, je vais vous faire mes pronostics pour les Oscars. Donc allons-y, je sors mon téléphone. Ok, du coup les catégories sont totalement dans le désordre du coup sur mon téléphone. Donc on va commencer du coup par la catégorie des meilleurs maquillages et coiffures. Et je pense que Frankenstein l'aura largement. C'est que Zork ne l'aura clairement pas pour sa prothèse, faut pas déconner. Ugly Stepsister pourrait le mériter, mais je pense quand même que Frankenstein, il y a un vrai travail global sur les prothèses, sur les fabrications des corps, etc., qui a été conçu. Et donc je pense que Frankenstein l'aura, et je serais content que Frankenstein l'ait, donc je pense que ce sera Frankenstein qui l'aura. Ensuite, pour les meilleurs costumes, pareil, Marty Supreme, c'est pas forcément incroyable, Sinners non plus, Hamnet non plus, Avatar, oui, il y a des costumes qui ont été créés, mais il y a tout le côté effet visuel qui va avec, donc je pense que pareil, Frankenstein, de manière générale, Frankenstein aura tout ce qui est DA, je pense, maquillage, coiffure, peut-être meilleure photo également. Concernant les effets spéciaux, c'est clairement Avatar qui l'aura, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est pas Jurassic World qui l'aura. Avatar aura clairement les meilleurs effets visuels en termes d'Oscar, ça c'est sûr et certain. En termes de meilleur son, là je pense que ça se jouera entre F1 et Sirat. Là pour le coup, je sais vraiment pas qui l'aura. Je pense que comme c'est la seule nomination que Sirat a, je pense que Sirat l'aura.
Parce que F1 étonnamment, a quand même pas mal de nominations. Donc F1 le mériterait aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail sur le rendu sonore de F1, mais je pense que Sirat aura l'Oscar pour le meilleur son, et ce serait mérité, bien sûr, parce que c'est pour le coup le point où F1 mériterait, où Sirat mériterait de l'avoir. En termes de décor, de production design, je pense que Frankenstein l'aura. Pour le coup, s'il y a une chose où je ne peux rien dire, c'est vraiment les buildings, les créations visuelles, les maquettes, les miniatures, les bateaux, etc. Frankenstein, en termes de pure direction artistique de décor, pour moi, il n'y a rien à redire. C'est vraiment le film qui mérite le plus de cette année, et je pense que c'est le film qui l'aura, qui aura la meilleure DA en termes d'Oscar. En termes de musique, j'adorerais que Ludwig Göransson l'ait pour Sinners, parce que j'adore la BO de Sinners. La BO de Sinners m'a vraiment bluffé. La manière dont il mélange musique moderne avec musique ancienne, cette espèce de melting pot des cultures irlandaises, afro-américaines, etc. La BO va à fond, et je réécoute souvent la BO, du coup je l'ai quand même en tête aussi. Après, il y a aussi probable que One Battle After Another, Une bataille après l'autre, l'ait aussi, avec ses guitares un peu désorganisées, avec ses jeux de piano un peu désorganisés, qui créent une sorte de vibe assez unique et singulière, qui ne démériterait pas, même si je préférerais quand même que Göransson l'ait. Donc moi je resterai sur Sinners, considérant mon favori pour la meilleure musique. Ensuite, il y a une nouvelle catégorie de cette année qui a été créée pour cette année, qui est le meilleur casting. Et là, c'est plutôt compliqué parce qu'on ne sait pas de quelle façon ils vont juger le casting. Est-ce que c'est qui a le meilleur casting le plus prestigieux? Ce serait clairement une bataille après l'autre, qui pour moi équilibre vraiment grands acteurs avec DiCaprio, Sean Penn, Del Toro, etc. Et des nouveaux venus qui sont excellents et qui marquent les esprits comme Jason Fitty et Teyana Taylor. Après, je trouve que Marty Supreme a un très bon casting aussi, Amnet aussi, Sinners ça va, mais c'est pas incroyable, Secret Agent non plus. Donc là, pour moi, je pense qu'une bataille après l'autre l'aura. Après, ça dépend vraiment de comment ils pensent cette logique de meilleur casting, en fait. Donc là, je reste quand même pour l'instant sur cette nomination sur Une bataille après l'autre, qui aurait le meilleur casting. Ensuite, en termes de meilleure photographie, j'espère que Frankenstein ne l'aura pas, parce que je trouve que la photo est beaucoup trop numérique et tue justement un peu la DA du film, qui est magnifique pour le coup. Marty Supreme, c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. Une bataille après l'autre, avec l'utilisation du VistaVision, ce serait sympa aussi, mais j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire. Ça me ferait beaucoup plaisir si Train Dreams là, parce que je crois que c'est sa seule nomination, et j'avais absolument adoré Train Dreams, donc ce serait cool, mais je pense que c'est Sinners qui l'aura par rapport à son utilisation de la pellicule et de l'IMAX du coup, et ce serait très mérité. En tout cas, moi mes favoris c'est Train Dreams et Sinners, donc je serais très content que Sinners l'ait. Après Une bataille après l'autre, pourquoi pas, ça ne me dérangerait pas, le film reste aussi formellement assez joli également. Ensuite, en termes de meilleur film international, je pense que c'est le plus compliqué à juger. Je n'ai pas regardé La Voix de In Rajab parce qu'on m'a dit que c'était un film qui était très difficile à regarder, parce que ça parle de faits réels très difficiles à vivre, et donc j'ai préféré m'épargner de vivre du coup ce moment difficile. Mais j'ai vu tous les autres candidats, du coup j'ai vu Un simple accident, Secret Agent, Valeurs sentimentales et Sirat. Et en tout cas, je pense que mon film préféré dans cette catégorie, c'est Un simple accident, qui est en plus le film qui représente la France cette année. Donc ça me ferait beaucoup plaisir que Un simple accident l'aurait. Mais, et Sirat peut-être peut l'avoir aussi, mais je pense que Joachim Trier va rafler cette année. Je pense que Joachim Trier, il a beaucoup raflé à Cannes, mais pas beaucoup aux Oscars. Donc moi, comme ça, je pense que l'Académie le donnerait à Sentimental Value. Mais personnellement, je voudrais qu'un simple accident l'ait. Ce serait assez cool. Bon, après, ce serait peut-être politisé aussi, parce qu'on est en plein sur l'Iran en ce moment. Donc peut-être que les quotas ont augmenté pour Un simple accident par rapport au contexte iranien à l'heure actuelle. En termes de meilleur montage, là c'est beaucoup plus difficile. Je pense que Marty Supreme le mérite largement parce le film file super vite. Là où un film comme F1, je trouve qu'un film comme F1, il y a des ventres mous. Une bataille après l'autre a un très bon rythme aussi qui file assez vite. Valeurs sentimentales et Sinners, je trouve pas qu'il y a une plus-value sur le rythme. Sinners est quand même assez latent et assez lent dans son rythme. Donc pour moi, ce serait mérité soit pour Marty Supreme, soit pour Une bataille après l'autre. Là, comme ça, je le donnerai à Marty Supreme parce que c'est la maîtrise habituelle de Josh Safdie par rapport à ses films précédents, et parce que je pense qu'Une bataille après va choper suffisamment d'Oscars pour que l'on puisse donner celui-ci meilleur montage à Marty Supreme. Donc je vais rester sur ça. En termes de meilleur scénario adapté, ça se joue entre Begonia, Frankenstein, Amnet, Une bataille après l'autre et Train Dreams. Là, je pense que c'est l'Oscar le plus compliqué à attribuer, dans le sens où je trouve que tous ces films-là sont plutôt bons de manière générale. Donc je sais pas vraiment à qui donner. Je vois bien Amnet l'avoir par rapport à l'Académie qui le récompenserait. Mais c'est vrai que moi, Train Dreams, encore une fois, j'ai adoré le film. Une bataille après l'autre, parce qu'une bataille après l'autre, pour le coup, c'est vraiment adapté. C'est qu'il a pris un livre, Vineland, et il a vraiment réécrit à sa sauce, il a vraiment réadapté à sa sauce. Donc je vois bien Paul Thomas Anderson l'avoir. Après, je serais aussi content que Begonia l'ait.
Bugonia, ça peut être sympa que Bugonia ait au moins un Oscar parce qu'il le mériterait. Mais voilà, je pense qu'Une bataille après l'autre aura le meilleur scénario adapté. Concernant le meilleur film d'animation, bah pour moi, ça se joue entre les deux seuls films que j'ai vus, Arco et Amélie et la métaphysique des tubes. Et je pense, parce que Arco a été coproduit par Natalie Portman et qu'il y a un aura plus international que Arco l'aura, et en tous les cas, ce sera cool pour le cinéma français, que l'un des deux l'est, donc pour moi, ce sera Arco qui l'aura. En termes de meilleur réalisateur, je pense que ce sera le plus simple. Pour moi, c'est clairement Paul Thomas Anderson qui l'est, parce que je suis très surpris. J'ai été très surpris de découvrir que Paul Thomas Anderson n'a jamais eu l'Oscar du meilleur réalisateur. J'étais quoi? Il ne l'a jamais eu, après tous les films qu'il a fait. Donc je pense clairement que cette année, c'est l'année où on va récompenser Paul Thomas Anderson, et donc il va avoir son Oscar en fin de compte. Parce que je trouve que Chloé Zhao, elle a pas fait un taf de fou sur Hamnet. Je trouve que c'est vraiment le montage, plus que la réa, qui fait la saveur des Martyrs Suprêmes. Je trouve que la réalisation de Valeurs Sentimentales est assez classique, en dehors de quelques exceptions. Sinners, pareil, en vérité. Je trouve qu'il n'y a qu'Une bataille après l'autre qui a vraiment une plus-value visuelle dans sa réalisation. Donc pour moi, mes réalisateurs, si c'est pas Paul Thomas Anderson, je comprendrais pas, clairement. Et en termes de scénario original, je n'ai pas vu Blue Moon, mais je pense pas qu'il l'aura, du coup. Un simple accident, Martyrs Suprêmes, Sentimental Value, Sinners. Il est possible que Sinners l'ait, mais Sinners est quand même très auto-référencé. Il y a beaucoup de Tarantino, beaucoup de Scorsese, beaucoup de le film de Rodriguez, Une nuit en enfer aussi. Donc je pense que Sinners est un peu trop référencé pour l'avoir. Donc je pense que Marty Supreme peut l'avoir. Pour le coup, je pense qu'il peut l'avoir par rapport à ses réinventions du film de ping-pong, où ça va complètement ailleurs. Je pense que Marty Supreme peut complètement l'avoir. Mais en vrai, c'est compliqué, parce que même Valeurs Sentimentales, même un simple exemple pourrait l'avoir. Mais je pense que je le donnerai à Valeurs Sentimentales, parce que c'est vraiment un film qui fait l'aude du cinéma. Le scénario est vraiment assez bien fait par rapport à cela, et je pense que c'est Valeurs Sentimentales qui l'aura. Et je pense que c'est mon favori par rapport à cela, du coup. Ensuite, concernant les acteurs, pour moi, le meilleur acteur secondaire, il y a Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn et Stellan Skarsgård, et pour moi, ça se joue entre Sean Penn ou Stellan Skarsgård. Les deux, Sean Penn, légende, qu'il a déjà eu, je crois, qui a déjà eu un Oscar du meilleur acteur, et Stellan Skarsgård, légende, qui n'a jamais été nommé aux Oscars. Pour moi, ça me fume. Sean Penn était excellent dans Une bataille après, donc il le mériterait totalement. Mais juste parce que c'est un acteur absolument incroyable et qu'il a été excellent dans le film et il le mérite pour toute sa carrière, j'aimerais que Stellan Skarsgård ait le prix du meilleur acteur secondaire, donc j'espère qu'il l'aura clairement. En termes de meilleure actrice, ça se joue entre Elle Fanning, Inga Ipsdotter Lilleas, Annie Madigan, Wumi Mosaku et Teyana Taylor pour One Battle After Another. Pour moi, ça se joue entre Elle Fanning et Teyana Taylor. Je trouve que les autres ont pas assez de plus-value dans leur jeu, mais je trouve qu'Elle Fanning m'a beaucoup touché dans son rôle dans Valeurs Sentimentales. Vraiment, elle était assez émouvante dans son rôle d'actrice est-ce que je prends ce rôle ou pas, est-ce que je mérite de le jouer, etc. Après, parce que c'est un peu une nouvelle venue, c'est une nouvelle actrice, elle a beaucoup marqué les esprits durant la première demi-heure du film, je pense et j'aimerais aussi, je serais pas contre, que Teyana Taylor l'ait pour Une bataille après, donc je pense que c'est elle qui l'aura, et je serais content qu'elle l'ait aussi, même si j'ai une petite préférence pour Elle Fanning. En termes de meilleur acteur, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, je pense que c'est Timothée Chalamet qui l'aura, je pense qu'il le mériterait, parce que DiCaprio, ça fait 15 ans il joue la même chose. Ethan Hawke, j'ai pas vu son film avec B. Jordan, c'est de la fraude. Wagner, moi, je le trouve sympa, mais trop sobre dans Secret Agent. Donc pour moi, c'est vraiment fait pour Timothée Chalamet. Je pense que c'est lui qui l'aura et il le mériterait. Comme meilleure actrice, pour moi, c'est clairement Jessie Buckley qui l'aura. J'ai pas vu Rose Byrne et Kate Hudson, mais les films, mais je pense qu'ils sont juste là pour le rajout. Mais Renata Reinsve était très sympa dans Valeurs Sentimentales, mais elle m'a pas bluffé. Emma Stone, elle a déjà eu assez d'Oscars. Donc je pense que c'est clairement l'année de Jessie Buckley. Elle le mériterait totalement également. Et pour terminer, la nomination pour le meilleur film, ce sera Une bataille après l'autre. Pour moi, Bugonia, c'est sympa, mais ça ne mérite pas forcément sa place. F1, encore moins. Frankenstein, ça ne mérite pas sa place non plus. Annette, j'ai déjà dit les problèmes que j'ai avec le film. Marty Supreme, c'est sympa, mais je n'irai pas jusque-là non plus. Secret Agent, qu'est-ce que ça fait là? Valeurs Sentimentales, c'est sympa aussi. Sinners, ouais, faut pas forcer non plus. Sinners, ils forcent trop cette année sur Sinners. Strange Dreams, j'adorerais, mais il l'aura pas. Pour moi, c'est clairement Une bataille après l'autre qui l'aura, et ce serait mérité pour Paul Thomas Anderson. Donc voilà mes pronostics pour l'Oscar. On se retrouvera en live pour les Oscars, du coup, par rapport à cela. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo rattrapage des films des Oscars. On se retrouvera au live où je couvrirai les Oscars en direct. Et d'ici là, merci encore à tous d'avoir vu cette vidéo. Donnez-moi votre pronostic, donnez-moi votre avis sur les films que j'ai reviewés. Et ciao!